Oui, je disais rebonjour. Donc pour cette présentation, l'idée c'est de vous montrer une étude qu'on a menée en 2025 sur des données multimodales. Et donc l'idée c'était de créer un modèle de machine learning qui combinait des données scanner et IRM cardiaque pour la prédiction d'événements graves. Le contexte clinique est le suivant. On a des patients avec une douleur thoracique, plutôt de langor stable. Un des examens qui peut être réalisé, c'est un scanner, un coroscanner, qu'on appelle ici en anglais CCTA. On va se poser la question de la détection des sténoses en routine clinique. Si ces sténoses sont supérieures à 90%, là, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. On oriente plutôt le patient vers une coronarographie pour éventuellement qu'il y ait un stent. Mais si ce n'est pas le cas, si on est un peu dans une zone grise, on va l'orienter vers un test fonctionnel. Et un des tests fonctionnels possibles, c'est l'IRM cardiaque de stress. Donc finalement, on a ici un workflow clinique de patients qui fait intervenir plusieurs modalités d'imagerie. Donc notre idée, c'était de voir si on pouvait combiner toutes les variables finalement qu'on pouvait extraire du scanner, de l'IRM cardiaque, et également des données cliniques à notre disposition pour avoir une meilleure prédiction du risque de ces patients. Je dois préciser que cette étude a déjà été publiée dans Radiology, donc je vous ai mis le QR code si vous avez envie de lire précisément, puisque en quelques minutes, ce sera difficile de tout vous expliquer. Donc c'est Théo qui était le premier auteur, moi j'étais la deuxième auteur parce que j'ai réalisé les statistiques. Donc aujourd'hui, c'est plutôt nos étudiants qui font ce genre d'études, mais voilà, à l'époque, c'était encore nous. Un petit rappel sur ce que c'est le machine learning supervisé. Donc ici, on n'est pas dans le deep learning, on n'analyse pas directement des images. On a des bases de données où finalement qui sont tabulaires, où on a pu extraire les données de scanner, d'IRM qui avaient été faites en routine clinique, plus les données de l'âge, le sexe, etc., de ce qu'on connaît des patients et qui sont collectés en routine. Donc il y a forcément toujours une étape d'entraînement. Cette étape d'entraînement, finalement, on va donner à différents algorithmes des informations sur les patients, et notamment ce qu'on souhaite prédire. Ici, ce qu'on souhaitait prédire, c'est les MACE, ces fameux événements cardiovasculaires graves, qui sont en rouge ici. Donc, schématiquement, on donne ça à manger, entre guillemets, à l'algorithme, qui va apprendre comment prédire au mieux la survenue de MACE, en utilisant les variables qu'on lui fournit en entrée. Et il y a toujours une deuxième étape qui est l'évaluation de la performance de cet algorithme. Donc là, on va lui donner des nouveaux patients qu'il n'a jamais vus et dont on ne va pas lui donner ce label MACE ou pas MACE. C'est lui qui va devoir le déterminer. Donc là, j'ai mis un choix binaire, MACE ou non, mais en fait, c'est plutôt une probabilité entre 0 et 1. Et ensuite, on va avoir des métriques pour se comparer à la réalité, puisque nous, évidemment, ce sont nos bases de données. Donc, on a suivi nos patients et on a bien cette réponse oui ou non, est-ce qu'ils ont eu un MACE ou pas. Et donc, on a ces métriques que vous connaissez sûrement. On a la courbe ROC et une courbe Precision Recall qui est plus spécifique au machine learning, mais qui en soi pourrait être utilisée aussi en statistique traditionnelle. Donc, je vous présente ici notre population. On avait en tout 2581 patients. Donc on a toujours une cohorte index sur laquelle on va diviser en 70%, 30%. 70% pour l'entraînement, 30% pour une première validation interne. Ces patients venaient de l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud à Massy. On avait deux cohortes de validation externe, une à la Riboisière et une à l'hôpital américain. Pour être transparente, au départ, on n'en avait qu'une seule. Validation externe, et c'est Radiology qui nous a demandé d'en ajouter une deuxième pour vraiment vérifier si notre algorithme qu'on créait était vraiment généralisable. Avec la limite que vous voyez que ça reste des centres parisiens et français, donc en théorie on devrait même extrapoler à plus loin, mais ces données ne sont pas beaucoup disponibles en fait. On est vraiment limité par ça. On avait un taux de MACE d'événement du coup de 14%. Je ne l'ai pas précisé, en fait, j'ai oublié, mais le MACE était défini par la mort d'origine cardiovasculaire ou le fait d'avoir un infarctus non mortel. Et notre suivi médiane était de 6 ans dans cette cohorte. Rapidement, je vous ai mis les caractéristiques de cette cohorte, mais c'est assez classique par rapport à une population d'angor stable. Donc une moyenne de 70 ans, avec après la moitié d'hommes, et beaucoup en fait, de facteurs de risque cardiovasculaire comme être diabétique, être obèse, avoir de l'hypertension, etc.
on avait du coup pour l'IRM cardiaque de l'ischémie chez 15% des patients et du rehaussement tardif chez 11%. Donc là, c'est un schéma qui vous montre qu'en fait, nous, dans notre méthodologie de machine learning, on va toujours passer par une sélection des variables. Même si on a 100 variables en entrée dans nos bases de données, en fait, c'est difficile de proposer finalement des algorithmes qui insèrent 100 variables à mesurer pour le calculer. On se rend bien compte qu'en routine clinique, ce serait un peu long et compliqué. Donc c'est pour ça que notre première étape, c'est toujours de sélectionner, grâce encore une fois du machine learning, les variables les plus prédictives. Et donc le premier résultat qui était très intéressant dans cet article, c'est que finalement on s'est retrouvé avec 3 variables de scanner coronaire et 3 variables d'IRM cardiaque de stress. Donc je vous laisse les lire. Donc ce sont des variables qu'on aurait pu attendre dans notre score de prédiction, mais on aurait pu attendre aussi l'âge, le sexe et plein d'autres variables intéressantes qui auraient pu être prédictives. Donc c'était un premier résultat déjà qui montrait que une des modalités ne surpassait pas l'autre. Et que le côté multimodal était extrêmement intéressant puisque ces 2 examens finalement n'adressent pas les mêmes choses. En scanner, on se rappelle qu'on a l'anatomie coronaire, on a la détection de sténose, alors qu'en IRM cardiaque de stress, on peut simplifier en disant qu'on a plutôt le retentissement de cette éventuelle sténose avec l'ischémie au stress. On peut avoir aussi tout ce qui est séquelaire avec le rehaussement tardif et la fraction d'éjection du ventricule gauche, l'IRM cardiaque est la référence pour ça. Donc c'est vraiment des modalités complémentaires et donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre de base de données pour montrer que c'est intéressant de les combiner. Aujourd'hui, ces patients, ils ont 7 examens, un premier examen puis le deuxième, mais il n'y a pas une analyse combinée des deux, ce qui est un peu dommage puisqu'ils ont eu ces examens. Donc rapidement, il y a plusieurs étapes dans le développement d'un algo de machine learning. En fait, on va tester différents algorithmes qui fonctionnent différemment et on va voir celui qui performe le mieux. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un algo qui s'appelle le XGBoost et on l'a comparé finalement à tous les scores existants dans la littérature pour voir si on performait mieux. Donc là, c'était le cas. J'avance comme on a un temps limité. Ce qui est important aussi, comme je vous disais, c'est d'avoir différentes cohortes. Donc là, on doit montrer en fait que notre modèle il fonctionne aussi bien sur la cohorte de l'ICPS, puisque je vous rappelle que les patients d'entraînement n'étaient uniquement les patients de Massy, qui fonctionne très bien aussi sur les cohortes externes qui étaient Lariboisière et l'hôpital américain, et ici c'était le cas. Une autre chose que je n'ai pas montré également, c'était qu'on a comparé en fait le fait de faire un modèle uniquement IRM, uniquement scanner, ou IRM et scanner combinés, donc le modèle final, et c'était bien celui qui combinait les deux qui était supérieur, donc c'était extrêmement intéressant. Donc les messages à retenir dans cette présentation, déjà le modèle de machine learning qu'on a développé surpassait les scores classiquement utilisés dans ce cas-là. L'enjeu, c'est vraiment que la multimodalité, c'est vraiment la clé. Il y a plein d'examens qui sont réalisés chez nos patients, mais qu'on n'interroge pas en même temps. Ici, je le rappelle, l'IRM cardiaque plus le scanner font mieux que l'un ou l'autre seul, et l'un ne surperforme pas par rapport à l'autre, c'est vraiment des choses complémentaires. Et encore une fois, la robustesse de cette étude, c'était qu'on pouvait valider sur 2 cohortes externes. Donc je vous invite, n'hésitez pas à lire le papier en entier si vous voulez plus de détails. Ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Solène. Est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée ? Ouais. Bonjour. Je vais me représenter du coup. Mathias Gallardo, data scientist, chef de projet data à l'hôpital Fondation de Rothschild. Très beau travail. C'est sympa de voir une application du ML aussi claire. J'ai une petite question sur est-ce que la contribution des caractéristiques, des features que vous avez sélectionnées vous intéresse aussi a posteriori pour essayer de mieux comprendre pourquoi le modèle a tendu vers une classe plutôt qu'une autre. Si oui, est-ce que ce sont des choses que vous allez développer et comment ? Je ne suis pas sûre de saisir exactement toute la question, mais si je peux répondre sur un aspect, c'est qu'à chaque fois, on utilise des outils d'explainability
je ne sais pas comment on dit en français, pour expliquer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du modèle. Parce que souvent on dit qu'un modèle de machine learning, c'est une boîte noire, mais il y a quand même des outils qui peuvent nous permettre un peu de mieux comprendre qu'est-ce qui aide à prédire. Donc c'est ce qu'on a fait aussi dans cet article-là. Ça nous permet de voir quelles variables finalement parmi les 6 gardées sont les plus contributives. Enfin, elles sont toutes contributives, mais voilà, de voir un petit peu. Et ce qui est extrêmement intéressant avec ces outils, c'est qu'on peut aussi se mettre à l'échelle du patient. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend un patient avec ses variables qui a eu un MACE ou qui n'en a pas eu, donc qui a eu un événement grave ou pas, et on peut vraiment voir, en fait, en fonction de la valeur concrètement de sa FEVG, s'il avait du rehaussement tardif ou pas, etc., voir ce qui avait tendu vers un sur-risque ou un sous-risque. Donc ça, on l'évalue à chaque fois pour justement donner aussi aux cliniciens une explication un peu de qu'est-ce qui drive notre modèle. Je pense que vous avez totalement répondu à ma question. Oui, c'est par exemple les shape features, les trucs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, on l'a mis dans l'article. Si vous voulez lire, je n'ai pas pu tout mettre pour garder du temps. Okay. Et de votre expérience, les cliniciens arrivent facilement à s'approprier ce type d'outils. Parfois, ils ne sont pas évidents. Donc, je voulais avoir un peu votre ressenti dessus. Alors déjà, cet outil, est-ce qu'il est utilisé en routine clinique ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait mettre un calculateur, etc., mais ce n'est pas évident. Mais on pourrait imaginer qu'un jour, nos outils logiciels, aujourd'hui c'est très par silo, on voit dans un logiciel l'IRM, ensuite le scanner. On pourrait imaginer un jour que les outils soient beaucoup plus multimodaux. Ce serait une idée aussi pour Miracle. Mais on pourrait imaginer qu'à partir de ce qui est analysé dans les images, on ait ce genre de score calculé pour donner des indications supplémentaires aux praticiens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, effectivement, tout ce qui va être montrer aux praticiens comment fonctionne l'algorithme, quelles variables sont utilisées, etc., c'est sûr que c'est extrêmement important pour le fait qu'il y ait une adoption clinique en routine. C'est même indispensable, en fait. Merci et encore bravo. Merci. Puis finalement, pour rebondir, il faut savoir que c'est le premier score de machine learning qui utilise IRM cardiaque et scanner cardiaque chez le même patient. Donc il y a un côté aussi un peu proof of concept. Et un point très important, il y avait aussi beaucoup d'industriels du monde de l'imagerie dans la salle. Aujourd'hui, au quotidien, quand on prend en charge un patient et qu'on a besoin de regarder l'échographie, l'IRM, le scanner, pour raisonner au sein d'un staff, on ouvre 3 logiciels différents. Et on utilise nos petits cerveaux pour trianguler et se dire il doit être opéré, il ne doit pas l'être. Actuellement, je ne connais pas de produit ou de prototype qui existe où je peux pousser en entrée écho-IRM et avoir une synthèse sur ma cardiomyopathie, ou bien scanner, écho-IRM sur une valve. Ça n'existe pas. On en discutait récemment avec certains industriels, je pense notamment au Global de Siemens Healthineers avec qui on a déjà fait plusieurs collaborations, et qui nous expliquent que c'est quelque chose de très important pour eux, d'urgent, mais qu'il y a un manque de données. Et ça, ce manque de données, il vient qu'on a des experts d'écho qui colligent de l'écho, d'IRM et de scan, et c'est très siloté. Et en fait, c'est la donnée de qualité qui manque, c'est pas la technique. Et donc, c'est vraiment l'un des storytelling de Miracle AI, c'est que demain, pour moi, il faut qu'on puisse pousser en entrée sur le même logiciel, l'écho, l'IRM, le scan, et avoir des suggestions de prise de décision, des warnings. Et là, c'est juste un proof of concept qui vous montre qu'avec des choses très grossières, IRM et scan, c'est plus fort que soit l'un soit l'autre. Et vous avez toutes et tous compris qu'il ne s'agit que de données tabulaires, de mesures extraites de l'imagerie. On n'est même pas au niveau de Sofiane de faire du deep learning dans l'image, qui est 1000 fois plus puissant en termes d'impact. Donc il faut qu'on aille dans cette direction, c'est majeur.